Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Chin chin. Il est très fort probable que cette vidéo soit la dernière de l'année. Il est donc temps de faire le bilan. Car j'adore faire le bilan, tout simplement comme le disaient les nègres marrons. Je l'avais fait l'année dernière cette vidéo et j'avais bien aimé, j'ai trouvé que c'était sympa de clore l'année avec ça et j'avais commencé l'année 2023 avec une pile à lire et c'est exactement ce qui va se faire également car j'ai déjà prévu une petite pile à lire pour la rentrée de janvier. Je suis quelqu'un d'habitude et de routinier, donc on va sans plus tarder commencer par ce bilan. On va commencer par le bilan perso. Cette année, ça sera plutôt court par rapport à l'année dernière, je pense, car peut-être que le plus gros changement dans ma vie, c'est le fait que je me sois fait percer l'oreille au mois de juin, et que peut-être qu'en 2024, je me ferai percer la seconde. Mais sinon, il n'y a pas eu de gros bouleversements. Comme je vous avais dit, l'année dernière, j'ai changé de travail au mois de juillet, le 4 juillet. Je suis devenu coordinateur socioculturel dans un centre social. C'était un boulot qui était, c'était une reconversion professionnelle totalement. Moi j'avais toujours travaillé dans le commerce ou la logistique jusque là et j'avais fait des études de commerce international, donc vraiment à l'opposé de ce que je fais. Cette reconversion professionnelle, c'était surtout le fruit d'un burn-out en 2021 qui aurait pu se reproduire en 2022 suite à un changement de poste. Enfin bref, voilà, j'avais vraiment grandement besoin de changer de boulot. C'est ce que j'ai fait. J'en suis très fier. Je ne regrette absolument pas. Ça a été compliqué pour plein de gens autour de moi d'accepter que je veuille changer de branche et d'aller travailler dans le social plutôt que dans le commerce. Et même si c'est pas simple tous les jours, être travailleur social, ça veut dire côtoyer des situations compliquées. Je travaille dans un quartier prioritaire de la ville, donc où il y a vraiment une situation économique, culturelle, enfin voilà, un contexte socio-économique très particulier. Je suis quand même content tous les matins d'aller travailler et de me sentir à ma place, quelque chose qui ne m'était jamais arrivé depuis que j'ai eu mon master, c'est-à-dire en 2018, donc ça fait maintenant 5 ans que je travaille. Et j'ai pris ma place, j'ai réussi à trouver qui j'étais au milieu de mes collègues, dans mon travail. Niveau santé mentale, ça va beaucoup mieux aussi. Je ne suis plus suivi par un psychologue à l'heure actuelle. Je prends toujours un traitement, mais de façon très légère et uniquement quand j'en ressens le besoin, donc c'est de moins en moins et ça, je suis plutôt content. Voilà, sinon j'ai repris goût un peu à être dans mon appart. J'ai eu une période cette année où j'avais plus du tout envie d'être chez moi. En même temps, j'ai eu pas mal de galères au niveau travaux avec... Là, j'ai acheté mon appart il y a 3 ans maintenant, j'ai déjà eu 4 dégâts des eaux qui provenaient de chez mon voisin et qui donc avaient une influence chez moi car mon plafond me tombait littéralement dessus 3 fois d'affilée. J'ai eu un gros moment de doute, pareil, beaucoup de travaux qui m'ont coûté beaucoup d'argent, qui m'ont mis un peu dans la panade assez régulièrement. Donc il y avait quand même tout ça qui s'accumulait et j'avais plus du tout envie d'être dans mon appartement. C'était, je pense, au niveau du printemps et cet été, mais au prix, ça aussi, ça coïncide avec les beaux jours, etc. Mais là, ça y est, je crois que j'ai repris goût à être chez moi, dans mon appartement. En fait, la preuve, c'est qu'au début, quand j'ai acheté l'appart, il y a 3 ans de ça, donc, j'étais vraiment à fond porté sur la déco, même sur le ménage, le rangement. J'étais vraiment à fond dans mon appartement, très investi. J'ai repeint plein de trucs, j'ai fait pas mal de travaux. En même temps, c'était le Covid, j'avais pas trop le choix, mais voilà, j'étais très investi. Et il y a eu une période là, vraiment cette année et un peu la fin de l'année dernière, où j'avais plus du tout envie de m'investir. Je regrettais mon achat. Et au final, là, ça y est, je suis toujours un peu dans la panade financière. Mais au moins je reprends goût à aménager cet appartement, à le faire vivre et à être bien dedans. La preuve en est, c'est que là j'ai passé une grande majorité du mois de novembre-décembre à ne pas trop sortir, alors que je suis beaucoup sorti cet été, au mois de septembre. Mais là, je suis très bien chez moi. Donc c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup lu. Mais ça, on le reverra plus tôt peut-être dans la seconde partie. Et le dernier point que je voudrais aborder, c'était peut-être la question de l'âge. Je me suis jamais vraiment posé de questions sur mon âge. J'ai eu 28 ans là au mois d'août. Donc j'approche de la trentaine. D'ici 2 ans, en 2025, j'aurai 30 ans. Je me sentais toujours très jeune. Enfin vraiment, j'avais l'impression que depuis mes 22-23 ans, je ne grandissais plus, que j'étais bloqué dans ce début de la vingtaine, assez euphorique. Je sors beaucoup toujours, hein, même si j'ai réduit les sorties, je sors quand même assez régulièrement, que ce soit en boîte, dans les bars, etc. Je suis quelqu'un d'assez festif. Et là, j'arrive à une période dans ma vie où les personnes autour de moi qui sont en couple depuis assez longtemps commencent à avoir des enfants. Mes 2 meilleurs amis ont eu leurs enfants cette année. Une a accouché au mois de mars et l'autre a accouché là il y a 2 ou 3 semaines. Et c'est donc forcément un moment où dans ta vie tu te poses des questions parce que moi je suis célibataire,
C'est par choix, hein, plutôt, j'en ai peut-être déjà parlé sur la chaîne, mais j'ai beaucoup plus de moments où j'ai envie d'être seul que de moments où j'ai envie d'être accompagné, donc pour l'instant, je ne suis pas prêt à être en couple et je n'ai pas envie de l'être. Donc voilà, je suis célibataire par choix, mais c'est vrai que quand on voit les gens autour de soi se marier, ma cousine avec qui j'ai exactement le même âge s'est mariée l'année dernière, là ma meilleure amie va se marier l'année prochaine, ils ont eu des enfants, ils commencent à avoir des maisons, des appartements un peu plus grands. Et donc forcément, je vois que je suis en train de vieillir et que mon entourage vieillit également et qu'on grandit, qu'on mûrit. Et ça fait se poser des questions sur ce mode de vie que moi j'ai... Enfin, le mode de vie, le fait de rester célibataire, le fait de ne pas vouloir d'enfant, ça j'en suis presque intimement persuadé et convaincu que je n'en aurai jamais et que je n'en veux pas. La question du couple, c'est quelque chose sur laquelle je suis absolument pas fermé, mais qui me semble très peu probable et assez compliqué actuellement dans ma vie. Enfin, en tout cas, voilà, c'est pas prévu. Mais je suis tout de même spectateur de ces changements qui me font parfois me poser des questions. Après, je le vis quand même plutôt bien. Le fait que mes amis grandissent et évoluent, c'est tout à fait normal. Les relations ne peuvent pas être les mêmes indéfiniment. Je pense qu'on a tous vocation à évoluer et pareil, à faire peut-être le deuil de certaines relations, pas un deuil définitif, mais le deuil d'une relation telle qu'elle l'a été pendant X années et qu'au bout d'un moment, elle est vouée à se transformer et à évoluer. Et c'est absolument pas grave et je pense que même c'est normal qu'on ne peut pas, qu'il vaut mieux pas s'empêtrer dans un espèce de confort par principe de ça a toujours été comme ça, faut que ça reste comme ça. Donc voilà, c'est à peu près les principaux points de ma vie personnelle. Je réfléchis, voilà, j'ai le chat qui fait plein de conneries. Là, vous voyez, je suis à 12 minutes de vidéo parce que j'ai dû m'arrêter à peu près 4 fois parce que monsieur est allé dans sa caisse, parce que monsieur a décidé de se mettre devant la lumière, monsieur a décidé de taper dans l'appareil photo. Il fait quand même pas mal de conneries. C'est un bébé de maintenant 1 an et demi, du mois d'avril. On s'est apprivoisé. Je pense que ça y est, maintenant le travail est fait, je le connais, il me connaît. On passe des bons moments ensemble et c'est aussi un peu grâce et à cause de lui que je me convainc que je n'aurai jamais d'enfant, car en fait il y a des jours tout simplement où je n'ai vraiment pas envie c'est pas que j'ai pas envie, c'est horrible, je vais peut-être être une horrible personne en disant ça, mais j'ai pas envie qu'il soit tout le temps avec moi et qu'il me colle. C'est aussi pour ça que même si je préfère les chiens, je n'ai pas choisi d'avoir un chien mais plutôt un chat, parce que le chat a une certaine indépendance et que il y a des jours où je rentre chez moi et j'ai pas envie que un être réclame de l'attention auprès de moi, qu'un être veuille que je m'occupe de lui. Alors Prosper est très très bien traité, hein, ne vous inquiétez pas pour ça, il a mangé tous les jours, je m'occupe de sa gamelle, il a des câlins et des caresses tous les jours, mais il y a juste des moments où je rentre du boulot pendant 1 heure, j'ai pas envie d'être sollicité, j'ai envie d'être seul dans mon canapé, dans mon fauteuil, me reposer de ma journée, boire un truc, voilà, décompresser. Et c'est vrai que le chat, des fois, je l'ai pas vu de la journée, il rentre, il a envie d'une caresse, donc oui, je le prends sur moi et tout, mais il y a des moments où vraiment je veux pas qu'il me touche. Et alors ça va parce qu'un chat, si je le repousse une fois après, il est pas trop chiant, il va pas revenir vers moi. Mais un enfant, voilà, je ne pourrais jamais dire j'ai pas envie de te donner à manger, je te pose dans le berceau et tu te démerdes. Donc ça c'est bien. Le chat, on lui met ses croquettes et il les bouffe. Bon allez, maintenant on va passer sur ce qui vous, à mon avis, plaît le plus, quoique je ne en suis même pas sûr. L'année dernière, j'avais lu 130 livres et je m'étais donc donné pour objectif d'en lire cette année 150. C'est chose faite car j'ai réussi à en lire même 175 et on est le 27 décembre, donc il est fort probable, je suis en train de lire un livre assez court, donc que j'atteigne les peut-être 180 livres, pas sûr, non pas sûr du tout même, mais les 177 livres, je sais pas. Donc je suis plutôt très content de moi. Comme je vous l'ai dit, là, cet hiver, cet automne, je suis vraiment beaucoup resté à la maison. Ça s'explique aussi par le fait que cette année, contrairement à l'année dernière, j'ai bien participé à la rentrée littéraire. Je me suis quand même assez investi, j'ai demandé beaucoup de services de presse. Je crois que j'ai lu une 40aine de titres de la rentrée littéraire, donc forcément ça participe. Je les ai reçus suffisamment en avance pour pouvoir en lire plein cet été. Je ne suis pas trop étonné par ce chiffre et plutôt content. Ce qui, en termes de pages, fait 50 307 pages, contrairement à 44 500 pages à peu près l'année dernière, donc j'ai quand même lu 5000 pages de plus, ce qui est tout à fait logique car j'ai lu quand même 43 livres en plus, ce qui fait une moyenne de 298 pages par livre, donc en gros des livres en moyenne de 300 pages, et ça me va très bien. C'est vraiment un constat que je fais, n'en déplaise à certaines personnes, mais 300 pages, c'est quand même la longueur que je préfère dans un roman. Alors je dis pas du tout que je suis totalement réfractaire au pavé, d'ailleurs de moins en moins, cette année j'ai lu quand même
plus de gros livres. Au-delà de 500 pages, pour moi, ça devient déjà un gros livre. Mais c'est vrai que quand même, 300 pages, c'est mon petit chiffre que j'aime bien. Quand je commence un livre qui fait moins de 300 pages, en plus j'ai tendance à je le lis plus vite, mais j'ai quand même tendance à le lire plus vite aussi sur l'instant. Je sais que l'attrait de la fin du roman est quelque chose qui m'attire en lecture et qui me fait lire vite sans pour autant que je ne savoure pas le livre. Enfin bref, chacun lit bien comme il veut, mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui disent si vous lisez vite, vous savourez pas le livre, voilà, oh, ta gueule. En fait, je lis à la vitesse que je veux et je lis comme je veux mon bouquin. J'aime bien les livres de 300 pages et j'aime bien les lire vite, c'est tout, c'est comme ça. À savoir qu'est-ce que j'ai lu comme genre, comme bouquin, etc. Concernant les services de presse, j'en ai reçu 46 cette année et j'en ai lu 43. Ce qui fait en gros 25% de mes lectures. Un quart de mes livres lus sont des livres que j'ai reçus gratuitement en service de presse. Et comme je le disais dans la vidéo précédente de mon top 2023, ce qui est pour moi regrettable en mon sens, c'est que dans ces 43 livres, je crois qu'il n'y en a qu'un ou deux qui sont dans mes meilleures lectures de 2023, alors que quand même ça représente 25% de mes lectures. Qu'est-ce que ça en dit? Ça en dit que je suis peut-être pas assez regardant quand je demande des services de presse, c'est pas impossible. Ça a été aussi l'année où, comme j'ai été très actif au moment de la rentrée littéraire, j'ai sollicité beaucoup d'éditeurs et notamment des nouveaux éditeurs, des éditeurs avec qui je n'avais pas l'habitude de travailler, que je n'avais jamais contacté. J'ai quand même reçu depuis septembre de plus en plus de enfin pas de partenariat, mais le fait que, en gros, les maisons d'édition m'envoient spontanément maintenant les catalogues de leur sortie, chose que je ne recevais pas avant. Avant, je sollicitais à l'envi une maison d'édition, très souvent je recevais les livres, mais je ne recevais pas de catalogue. Depuis septembre, c'est vrai que comme j'ai côtoyé de nouveaux éditeurs et que depuis 3 ans maintenant, mon nombre d'abonnés a évolué, a augmenté, je pense que les éditeurs sont quand même moins réticents en tout cas à travailler avec moi, donc je reçois plus facilement et j'ai peut-être demandé des livres que je n'aurais pas demandé si je n'avais pas reçu le catalogue. C'est quelque chose que j'essaye de faire gaffe et d'ailleurs là pour janvier j'ai décidé de plutôt occulter la rentrée littéraire. J'ai reçu je crois que j'ai reçu en papier que 2 livres. J'en ai demandé peut-être 5 et j'en ai reçu 2 sur NetGalley en numérique. Donc voilà, je vais peut-être lire 6-7 romans de cette rentrée littéraire, mais j'ai été beaucoup plus raisonné et raisonnable. Pour ce qui est des genres, je pense que c'est peu ou prou pareil que l'année dernière. J'avais lu en 2022 38% de romans contemporains, 22% de littérature de l'imaginaire, donc science-fiction, fantastique, fantasy, 3% de théâtre. Cette année, encore une fois, j'ai participé à la rentrée littéraire, donc j'ai lu 41,3% de littérature blanche contemporaine. C'est pas étonnant. Chose nouvelle plutôt dans ce top, c'est que j'ai quand même lu 13,8% de littérature classique, de romans classiques, et ça c'est vrai que j'ai adoré. J'ai passé un excellent moment avec des lectures classiques. La preuve en est, par exemple, il y a Les Misérables dans mon top. J'avais hésité à mettre L'Idiot de Dostoïevski. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire La Recherche du temps perdu. Donc voilà, les classiques qui prennent de la place. Concernant la fantasy, ça a vachement diminué. De 22%, je suis passé à 4 et 4, 8 et 2, 10%. 10% seulement de mes lectures font partie de la littérature de l'imaginaire. Beaucoup de déceptions en fait, c'est ça. Je pense que dans les 22% de l'année dernière, j'avais fait des très belles découvertes, mais aussi des très grosses déceptions. C'est pour ça que cette année, j'ai peut-être ralenti le pli. C'est pas pour autant que je vais arrêter de lire de l'imaginaire, j'en lis toujours. Et j'ai peut-être envie de me diriger vers une littérature de l'imaginaire un peu plus subtile, telle que le réalisme magique, par exemple avec Isabelle Allende, ce genre d'auteur et d'autrice où la magie est un peu plus légère et insidieuse. Sinon, pour ce qui est du reste, j'ai quand même lu 5% d'essais, ce qui me paraît énorme car je pensais en avoir lu beaucoup moins que ça. Alors après, essais manifeste peut-être qu'il y a quand même juste de la littérature non fictionnelle qui est rentrée dans cette catégorie. Pour ce qui est des bandes dessinées, 5%. Du théâtre, uniquement 1,3%. Donc j'ai lu beaucoup moins de théâtre. Je sais même pas ce que j'ai lu. J'ai peut-être lu uniquement Frivolité de Christiane Taubira. Je crois que je l'ai lu cette année. Et je me demande si c'est pas la seule pièce de théâtre que j'ai lue. Donc voilà, j'aimerais bien relire un peu plus de théâtre. De la poésie, 7%, ça c'est cool. Je suis content de moi. Enfin, je continue à prendre plaisir à lire de la poésie, donc je continue. J'ai même racheté des nouveaux recueils de poèmes dernièrement. J'ai reçu, je suis en partenariat maintenant avec l'Iconopop et l'Iconoclaste, donc je reçois les recueils de poèmes de l'Iconopop, donc voilà, je vais continuer à lire de la poésie. Après, voilà, rien d'étonnant à ce que ce soit toujours la littérature contemporaine blanche qui soit
le genre numéro 1 sur cette chaîne. Pour ce qui est des genres des autrices et des auteurs, je suis moins fier de moi. L'année dernière, je crois que j'étais à presque 50-50 concernant les hommes et les femmes. Cette année, j'ai lu 60% d'hommes et 40% de femmes. Et ben voilà, sur retire aussi les 15% de classiques qui sont à mon avis majoritairement des classiques masculins que j'ai lus. Je pense que le rapport redescendrait un peu, enfin s'équilibrerait en tout cas. Le mois où j'ai le plus lu, c'est le mois d'avril, et franchement ça m'étonne pas du tout parce que au boulot, le mois d'avril c'est un peu la période où j'ai le moins de travail. Mars-avril, tous les dossiers que je dois remplir, que je dois écrire, les bilans, les projets, etc. sont soit terminés, soit pas encore commencés. Donc mars-avril, c'est vraiment la période la plus calme pour moi au travail, et c'est là que j'ai lu presque 5000 pages ces 2 mois-ci. Et le mois où j'ai le moins lu, c'est le mois de juin. Et encore une fois, ça s'explique avec... le mois de février aussi. Bon, le mois de février est un peu plus court. Mais le mois de juin, ça s'explique par le fait que au mois de juillet, j'ai un gros festival que j'organise pour le boulot qui dure 3 semaines, qui a un gros budget, qui est vraiment très chronophage. Donc le mois de juin, c'est la préparation. Donc je suis quand même beaucoup plus pris au boulot. C'est aussi la fin de l'année, toutes les activités qui se terminent, beaucoup de bilans, de réunions, etc. Donc absolument pas étonnant qu'au mois de juin, je n'ai lu que 3000 pages entre guillemets. J'ai beaucoup plus abandonné les livres, alors je n'ai pas fait le décompte précisément, mais j'ai eu une période où j'avais vraiment plus enfin j'étais pas en panne de lecture, mais j'avais quand même des moments où j'avais moins envie de lire, et donc du coup je prenais un livre, je lisais quelques pages, si ça ne me plaisait pas, j'arrêtais, et je continuerai à faire ça car ça me permet de vider la palle, et la palle, parlons-en. J'ai regardé ma vidéo de l'année dernière où je disais que j'avais à peu près entre 150 et 200 livres dans ma pile à lire, je crois, si mes souvenirs sont bons. Cette année-là, je commence l'année avec 75 livres dans ma pile à lire. Et je me dis que c'est fou parce que, alors je suis pas... mon objectif n'est pas d'arriver à 0 dans ma pile à lire, c'est jamais un objectif que je me donnerais, parce que d'ailleurs je serais peut-être même perdu si j'avais plus aucun livre à lire chez moi. Je suis plutôt content que le livre prenne moins de place dans mon appartement. Je garde très peu les livres et j'aime bien les faire voyager, les donner, les distribuer, les vendre aussi quelquefois quand on a envie d'en racheter, faut se le dire. Mais voilà, le fait que j'en ai que 75, je me dis qu'en un an, si vraiment l'envie me prend, je peux lire tous les livres que j'ai chez moi. Mathématiquement, je lis entre 100... L'année dernière, j'ai lu 130 livres. Cette année, j'ai lu 175 livres. Je lis, on va dire en moyenne 150 livres par an. Donc, 75 livres, c'est la moitié. Je peux peut-être même me dire qu'au mois de juin, si ça se trouve, j'aurai lu tous les livres chez moi. Et en fait, c'est un petit côté satisfaisant de me dire c'est possible. C'est pas une envie, c'est pas un objectif, mais c'est possible. Et peut-être que l'année prochaine, je viendrai faire cette vidéo bilan et vous direz je n'ai plus aucun livre à lire chez moi. C'est pas impossible. Je ne sais pas si je suis très bon public ou si je ne fais que des excellentes lectures et j'ai vraiment la main chanceuse quand je choisis mes lectures, car la note moyenne que j'ai attribuée cette année, c'est 7,5 sur 10. Car j'ai un fichier Excel où je note sur 10, contrairement à Goodreads où je suis obligé de noter sur 5. 7,5 sur 10, c'est quand même une très bonne note, même une excellente note, je trouve. Donc ça se ressent. Je sais que cette année, ça a été très dur, par exemple, de faire le top 2023, car quand j'ai pris, par exemple, sur Goodreads, toutes mes lectures à 5 étoiles, j'avais, je crois, 43 livres où j'avais mis 5 étoiles. Donc sur 170, ça fait à peu près 3 x 4, 12, 4 x 4, 16... Un quart de mes lectures qui ont été des excellentes lectures. Oui, aussi, il y a une part de j'aime pas donner des mauvaises notes aux livres. Enfin, c'est pas que j'aime pas donner des mauvaises notes aux livres, mais c'est très rare que je mette en dessous de 3 étoiles. Donc en fait, 5 étoiles, ça peut être de bon à excellent, 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 excellent. J'ai quand même une marge de manœuvre qui est un peu plus faible sur Goodreads. Là où sur mon fichier Excel, je note sur 10, donc je peux un peu plus varier mais toujours entre 6 et 10. En fait, c'est très rare que j'aille en dessous de 6 aussi. Donc des excellentes lectures, mais un système de notation un peu frauduleux. En termes de pays, encore une fois, je blâme la rentrée littéraire, mais bon, il n'y a pas que ça, hein, c'est aussi une appétence de ma part. 38% des livres lus provenaient de France, étaient écrits par des auteurs français, 22% étaient écrits par des auteurs états-uniens. Voilà, ça fait quand même 40 et 20, 60% de mes lectures qui se partagent entre la France et les États-Unis. J'aimerais peut-être... alors, le fait de lire français, ça me dérange pas du tout. J'aime bien découvrir des genres littéraires du monde entier, mais j'aime bien aussi valoriser la littérature francophone. Donc, j'aimerais réduire peut-être l'année prochaine la part de lecture française
Et d'ailleurs, peut-être d'ailleurs que dans ce chiffre, il y a une erreur de ma part, car parfois je mélange peut-être avec des Belges, mais en tout cas de bien faire la différence. Non, parce que j'ai lu 2% de livres belges, mais j'aimerais bien réduire la part d'auteurs français et d'augmenter la part d'auteurs canadiens et en l'occurrence québécois, qui ne représentent que 3,7% de mes lectures. Voilà. J'aimerais bien que la littérature francophone soit toujours majoritaire dans mon classement de lecture, dans mon genre de lecture, car c'est aussi une lecture qui moi m'éclate et me fait beaucoup de bien. Enfin, étant attaché à la langue, c'est vrai que c'est sur la langue française comme premier matériau, même si les traducteurs font un excellent travail de traduction pour la plupart. Le plaisir de lecture, je le retrouve beaucoup plus, je pense, dans la littérature française, le plaisir littéraire. J'ai peu été vogué du côté de l'Afrique, mais après, comme j'ai quand même lu majoritairement ma pile à lire, j'ai lu ce que j'avais aussi. Hein. Je me suis pas amusé à chercher des auteurs en fonction de leur nationalité. Et ça, alors, le seul objectif que je me donne, c'est que j'ai très envie de découvrir la littérature québécoise, francophone ou inou. Donc je vais aller voguer du côté de cette littérature dès l'année prochaine. Je vais faire mes recherches, voir ce que je dois lire. Par exemple, je compte lire les Chroniques du Mont-Royal, qui est un peu un classique par l'auteur Michel Tremblay. Ça fait partie. Du côté de la littérature inou, j'ai très envie de lire Naomi Fontaine, qui est une autrice québécoise. C'est vrai que la nationalité de l'auteur n'est pas forcément un critère qui revient forcément dans mes choix de lecture. Je pense que c'est à peu près tout concernant les statistiques de lecture et le petit bilan, le petit récap. Sinon sur YouTube, j'ai posté plus que l'année dernière, mais pas aussi souvent que ce que je voudrais. Lors de ma première année sur YouTube, j'avais posté plus de 50 vidéos, donc j'avais en gros posté une vidéo par semaine. L'année dernière, je n'avais posté que 35 vidéos. Cette année, j'en ai posté, alors je devais être à 44, entre-temps j'ai dû en poster 2 ou 3, donc allez, 45, 46 vidéos. Mon objectif, c'est d'être à 52 à la fin de l'année. J'aimerais bien que toutes les semaines, il y ait une vidéo sur Flowfly. C'est compliqué à cause du travail, c'est compliqué à cause des lectures, c'est compliqué à cause du moral, enfin voilà. Il y a des jours où j'ai juste pas envie de filmer, ou des jours où j'ai pas envie de faire du montage, ou des jours où je n'ai strictement rien à vous dire. Si j'ai lu que 1 ou 2 livres, je me vois mal allumer la chaîne. Ce qui me plaît, on va dire, c'est que là où avant je faisais des book hauls, maintenant je n'en fais plus du tout. Donc ça veut dire que j'ai quand même réussi à vous proposer 44 vidéos cette année. Je crois que je n'ai publié qu'un book haul. Ce n'était même pas un book haul d'ailleurs, c'était une ouverture de colis dans lequel une amie et abonnée m'avait envoyé une trentaine de livres. Donc ça a pris l'allure d'un book haul, mais c'était en gros un unboxing pour mon anniversaire. Donc j'ai quand même beaucoup réduit les contenus de consommation sur la chaîne, car je n'ai pas publié de book haul. Donc ça veut dire que chaque vidéo où je parle a, selon moi et mon propre critère, un contenu littéraire. Je ne dis pas que présenter des livres en book haul ou des livres reçus en service de presse ou par la poste, etc. n'est pas du contenu littéraire, c'est juste que ce n'est pas ce que j'ai envie de proposer sur ma chaîne, et donc je ne veux pas que les book hauls prennent trop de place. Au même titre que les piles à lire, et ça je sais que les piles à lire, bon j'en ai fait, on a fait le bilan du mois de décembre, on a fait 4 piles à lire je crois cette année, ou 5 piles à lire. En vrai ça va, sur 44 vidéos, 5 vidéos où je vous parle de livres non lus, ça me dérange pas. Donc en gros, oui c'est ça, sur 45 livres, sur 45 vidéos, s'il y en a 5 où j'ai fait des piles à lire, j'ai dû faire quand même 2 unhauls, donc des vidéos où je triais ma bibliothèque, donc 7. Je vous ai quand même présenté 38 vidéos dans lesquelles je ne fais que parler de livres lus, et c'est ce que je veux, car pour moi une chaîne Booktube c'est une chaîne où on parle et où on donne son avis sur des livres lus, tout simplement. C'est ma propre conception qui n'est pas celle partagée par tout le monde, et je le respecte totalement. Donc l'objectif pour 2024 concernant YouTube, ce sera juste d'essayer d'atteindre les 52 vidéos. Donc voilà, une pile à lire fortement diminuée, du fait de la lecture, mais aussi du fait des tris, hein. Comme vous l'avez vu, je vous ai fait 2 vidéos où je trie, mais vraiment sans vergogne, ma pile à lire, et je me débarrasse de certains bouquins. Au global, de très bonnes lectures faites. Pour moi, je pense que c'est une très bonne année sur YouTube. Je pense pas que ce soit l'année où j'ai gagné le plus d'abonnés, par contre, oui, je suis en train de penser en termes de statistiques de chiffres. Je sais pas du tout à combien d'abonnés j'étais en début d'année. Là, on termine l'année à 3500 et quelques abonnés. J'ai vu hier soir, je crois d'ailleurs, que j'avais dépassé les 3500 abonnés. Je sais pas du tout à combien on était en début d'année, je sais pas s'il y a eu un moment où j'ai gagné, je sais même pas si on peut voir le nombre d'abonnés gagnés mois par mois sur YouTube. Attendez, je vais aller voir. Peut-être que dans mes statistiques YouTube j'ai ça. Hein. Ah bah oui, sur 365 jours.
Je peux effectivement voir. Je découvre l'outil YouTube pour voir les statistiques car c'est vraiment pas quelque chose que je regarde. En 2022, j'avais gagné 680 abonnés. En 2023, j'en ai gagné 947. Donc la chaîne a quand même bien plus évolué cette année, enfin bien plus. Elle a quand même mieux évolué. Bah écoutez, je me souhaite d'être toujours sur cette lancée, non pas que c'est une fin en soi, mais bon bah plus je suis regardé, plus j'ai de l'argent et plus je peux payer cet appartement qui tombe en ruine, tout simplement. Ne vous inquiétez pas, c'est pas l'argent de YouTube qui me fait gagner, qui me fait payer l'appartement. J'espère que ce petit récap, ce petit bilan vous aura plu. C'est peut-être pas pour vous la vidéo la plus intéressante à regarder, moi c'est quelque chose que j'adore regarder chez les autres. Même des chaînes que je ne regarde pas les vidéos régulièrement, je regarde leur bilan car ça m'intéresse de voir comment s'est passée leur année. Donc voilà. Moi j'aime bien la faire, je vous la propose, vous en faites ce que vous voulez. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, si vous avez envie de la faire voyager, vous pouvez la partager, si vous voulez discuter, vous pouvez la commenter, si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes, et d'être heureux.